Merci pour votre présence à cette 8e édition du Welcome Track Morning. On a eu des demandes de nos clients qui travaillaient en marketplace, mais également qui travaillaient en livraison direct fournisseur ou en dropshipping. C'est en fait les mêmes problématiques, c'est aussi une relation à trois. Alors c'est un peu plus compliqué à gérer parce que du coup c'est une relation à trois entre les marketplaces, les vendeurs et les clients. Et donc il y a des problématiques opérationnelles qui sont spécifiques à ces marketplaces. Donc on a commencé à réfléchir à la question. Et puis il y a deux places de marché qui nous ont sollicité ces derniers mois, qui sont Mano Mano et Cdiscount Marketplace, avec qui on travaille maintenant pour suivre leur colis. Et donc il nous a paru intéressant de développer un peu ce sujet-là et d'en faire un workshop un peu plus global. Donc pour traiter de ce sujet, on a réuni justement les trois parties dont je vous parlais précédemment, qui sont une place de marché, Price Minister, avec Justin Ziegler, un vendeur qui est actif sur pas mal de places de marché, donc Julien Defer, Easy Garden, et un prestataire de service qui propose une technologie de gestion de places de marché, Eric Alessandri de With a Place. Donc on va commencer avec un petit topo, un petit retour d'expérience de l'acteur historique des places de marché en France, qui est le Price Minister. Donc Justin, je te laisse la parole. Très bien, merci. Bonjour, je choisis de vous parler aujourd'hui de choses un peu réalistes, pas forcément hyper positives pour démarrer la journée, je suis désolé, puisque je vais vous parler de la réalité de la marketplace et notamment de questions que je me pose encore, ou de questions sur lesquelles j'ai toujours pas trouvé de réponse en fait, sur qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut plutôt aller plutôt par là ou est-ce qu'il faut plutôt aller par là. Et donc tout ça pour partager avec vous quand même qu'une marketplace c'est quelque chose d'assez compliqué. Et donc d'où le côté d'équilibriste, puisque finalement on est en permanence on the edge à se demander oula, est-ce que je vais tomber à gauche ou est-ce que je vais tomber à droite? Non, il faut que je reste en équilibre. Donc toujours en introduction, j'ai quitté Price Minister. Je suis cofondateur de Price Minister, mais j'ai quitté Price Minister. J'étais CTO. Et donc, je vous présente là quelques chiffres dont je ne sais plus trop de quand ils datent, mais à un instant T, ils sont à peu près cohérents entre eux. Et donc, c'était à un instant T ce qui se passait sur Price Minister. Donc, 20 millions de références produits. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est assez conséquent à gérer d'un point de vue informatique. 10 000 vendeurs professionnels. 10 000 commandes par jour, 30 000 événements de stock par minute. Alors je vais revenir sur les événements de stock. Un événement, ce que j'appelle un événement de stock, c'est une mise à jour de stock. Et donc il peut provenir d'une mise en panier ou d'un panier qui expire, donc un retour en stock. Puisque la problématique de Price Minister, qui à l'origine était du C2C, c'est de s'assurer que un produit vendu par un particulier à un autre particulier n'est pas vendu à encore un troisième particulier en même temps. Donc vous mettez votre téléphone en vente, évidemment vous n'en avez qu'un et vous n'allez le vendre qu'une seule fois. Donc si moi je le mets dans mon panier, Eric ne peut pas le mettre dans son panier. Donc ça c'est une particularité du C2C. Donc tout ça, ça fait du coup une mise en panier. Top, il faut aller mettre à jour le stock sur la fiche produit du téléphone portable pour dire quelqu'un d'autre ne peut pas le mettre en stock, en panier. À l'inverse, lorsque ce panier expire, ou lorsque vous retirez l'article de votre panier, il faut que le produit retourne en stock et donc pour que quelqu'un d'autre puisse l'acheter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des mises à jour de stock. Et alors les mises à jour de stock, elles viennent donc pas uniquement par les paniers et par la vie des paniers, par les mises en panier, par les retraits de panier et les expirations de panier, mais elles viennent aussi des mises à jour de stock par tous les vendeurs pro, puisqu'on a 10 000 vendeurs pro. Ces 10 000 vendeurs pro, ils envoient des fichiers de synchronisation de stock et de mise à jour de stock sur les différentes marketplaces où ils sont présents. Et donc tout ça, ça fait énormément de mises à jour de stock par minute. Donc le marchand, il peut soit créer un nouvel article, soit modifier un prix ou modifier son stock, puisqu'à l'inverse, du coup, les marchands, ils peuvent mettre en stock ce qu'on appelle la profondeur de stock. Ils peuvent avoir plusieurs téléphones portables du même modèle en stock, et du coup, quand on le met en panier une fois, il n'a pas besoin de disparaître. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, comme commentaire sur les 20 millions de produits, 20 millions de références produits. Donc il s'agit bien de références produits, il ne s'agit pas de stock, puisque si je prenais en compte le stock, ce serait encore beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'on en avait autant? Tout simplement parce que en France, il y a sur Price Minister, les produits historiques, c'était le CD, le livre, le DVD, le jeu vidéo.
Et donc, rien que le livre, si on regarde le marché français, il y a à peu près 1 million de livres. Même quand on va chercher les trucs un peu exotiques, en France, on trouve à peu près 1 million de livres, un catalogue d'1 million de livres neufs assez facilement. Quand on regarde les livres d'occasion, il y en a beaucoup plus. Et alors quand on va là-dessus rajouter du livre anglais, il y en a beaucoup, beaucoup plus. D'accord ? Donc, sur les 20 millions de produits en stock, il y en avait 10 millions qui étaient à peu près des livres. Et ensuite, bon, sur le CD, c'est un peu pareil. Après, on peut parler du vinyle, on peut parler de tous les magazines. Et ensuite, bon, bah, après, on a étendu la gamme de produits de Price Minister. On est allé aux vêtements. Là aussi, on a énormément de références. Et puis, tous les accessoires. Il y a beaucoup d'accessoires d'électroménager ou d'accessoires d'informatique, d'accessoires de high-tech. Et là, ça génère énormément de fiches produits. Donc, une marketplace, ce n'est pas forcément 20 millions de références produits. C'était un peu spécifique à Price Minister et augmenté par l'effet C2C de Price Minister. Donc c'est ce côté généraliste aussi donc, qui faisait qu'on avait une telle diversité de produits. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à recommander, si vous êtes en train de vous lancer une marketplace ou de penser à lancer une marketplace, d'éviter d'être généraliste, puisque si vous êtes généraliste, ben, vous êtes en concurrence frontale avec ces discounts et avec Amazon, et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Donc, un des gros sujets pour moi, c'est le focus. Donc, où mettre le focus et quels sont les sujets sur lesquels il faut se concentrer. Et ça l'est d'autant plus, c'est d'autant plus important que généralement, quand on commence un projet, on a relativement peu de ressources. Et d'ailleurs, finalement, on a toujours le sentiment d'avoir peu de ressources, puisque même plus tard, ce sujet de focus a été toujours très très important pour Price Minister. Donc Price Minister, c'était historiquement, comme je disais, du C2C. On est passé au B2B, au B2C ensuite. Et puis, progressivement, on a eu beaucoup de revenus qui sont, enfin une part non négligeable de revenus qui sont venus de la publicité et du côté média de Price Minister. Donc ça a fait vraiment 3 sources de revenus, et en plus qui sont assez, comment dire, qui nécessitent ou qui demandent d'être assez schizophrènes, parce que finalement, elles se cannibalisent entre elles. Puisque dès lors qu'on optimise le C2C, ben, on a des vendeurs pros qui disent vraiment là, la concurrence déloyale des particuliers, ça va pas du tout. Hein. Les particuliers, ils sont beaucoup trop visibles. C'est nous, les professionnels, vos vrais clients, c'est nous qui devrions être visibles. Et la réalité, c'est que en fait, le C2C, c'était la partie rentable, la plus rentable de notre business. Et sur le B2C, on avait des marges bien inférieures, mais on avait beaucoup plus de nombre de transactions venant du B2C. Mais ces transactions-là étaient moins rentables pour nous. Donc là, il y a une première, je dirais, cannibalisation entre ces 2 lignes de revenus. Et la 3e ligne de revenus, donc le média, qu'on a développé plus tardivement, mais qui a été, ne serait-ce qu'en interne, source de nombreuses discussions et de nombreux appels de vendeurs pros qui nous disaient mais le comparateur de prix que vous avez intégré dans vos résultats de recherche et qui envoie du trafic à l'extérieur, c'est n'importe quoi, c'est terrible, c'est de la concurrence déloyale. Nous, on fait le max pour mettre des produits intéressants et tout, et puis vous allez envoyer le trafic à l'extérieur. Bon, la réalité, c'est que là aussi, c'était assez rentable pour nous, le média, à une certaine époque. Ça l'est devenu beaucoup moins ces derniers temps. Mais lorsqu'on l'a fait, et on a eu on a eu l'impression de rajouter du résultat. C'était vraiment des lignes qui étaient quasiment du résultat pur qu'on a rajouté sur le modèle. Donc, c'est intéressant pour nous de le faire. Après, effectivement, est-ce qu'à un instant T, il valait mieux passer du temps pour optimiser le B2C, passer du temps pour optimiser le C2C, passer du temps pour optimiser le média, la publicité? C'est pas évident. D'autant plus que qui fait trop de médias, à un moment donné, on avait un truc qui s'appelle le Web Loyalty. Je ne sais pas si c'est encore en place. Web Loyalty, c'est plutôt une catastrophe en termes d'expérience utilisateur. Et du coup, est-ce que finalement, à force de faire des revenus médias et des revenus pubs, est-ce qu'on n'est pas en train de gâcher son image et de réduire la fidélité, de dégrader la fidélité de nos clients? Donc là aussi, essayez d'éviter, même si c'est très alléchant, moi, ma recommandation, c'est toujours attention, focus. Peut-être que Price Minister aurait dû rester une marketplace C2C, et, ou rester plus marketplace C2C dans son âme, et peut-être que l'avenir aurait été meilleur pour Price Minister. Ensuite, ce que je viens de dire au sujet des 3 lignes de revenus, c'était vrai aussi sur les multiples catégories de produits, puisque évidemment que le vêtement,
aucun des vendeurs pros sur le vêtement n'a négocié les marges de Price Minister. Price Minister prend évidemment une com sur toutes les transactions. Aucun vendeur dans la catégorie vêtements n'a souhaité ou n'a essayé, n'a tenté ou n'a même eu l'idée de négocier la commission de Price Minister, qui était de 15% ou peut-être un petit peu plus pour le vêtement. Alors que sur le high-tech, les commissions, les marges des distributeurs de high-tech sont tellement faibles que même si on leur prenait un point de com, eh ben, il le négociait. Donc là encore, problématique différente. Et puis ergonomie différente. D'accord. Comment adapter un site qui était prévu pour du CD, du DVD, du jeu vidéo et du livre, comment l'adapter pour vendre du vêtement? C'est pas évident de vendre du vêtement. Comment l'adapter toujours ce même site pour bien vendre un téléphone portable? Pas évident non plus. Alors une voiture, je vous en parle même pas, puisqu'à un moment donné, on vendait des voitures aussi. Donc, vraiment, sujet focus. Même, je reviens là, sur long train et short tail, c'est clair pour tout le monde ce que c'est la long train et la short tail? Donc, est-ce qu'il faut favoriser les produits qu'on vend par dizaines tous les jours, ou par centaines même dans certains cas, mais qui sont très très faiblement rentables? Ou est-ce qu'au contraire, il faut vendre le produit qu'on vend une fois par semaine, une fois par mois, ou qu'on ne vendra peut-être même pas le mois prochain, mais qui en revanche, quand on le vend, est assez rentable? Et du coup, quid des typologies de vendeurs, des typologies d'acheteurs, et surtout, comment gérer cette longue traîne? Parce que la réalité, c'est que Price Minister est plutôt un business de longue traîne, puisqu'on ne vend pas au quotidien, enfin, ils ne vendent pas au quotidien un très très grand nombre d'une seule référence, ils vendent plutôt un très grand nombre de références, d'accord? Donc c'est ça le business de longue traîne. Mais du coup, c'est compliqué à gérer un business de longue traîne, puisqu'on ne sait pas quel est le produit qu'on va vendre le mois prochain. Donc quel est le produit qu'on doit mettre en tête de gondole? Ok. Donc les variantes, oui, c'est ce que je disais sur les vêtements, d'accord. Donc les vêtements qui viennent en multiples tailles, multiples coloris, c'est assez compliqué à gérer, surtout quand on a un système qui est plutôt prévu pour vendre des CD. Une autre complexité de la marketplace, c'est de bien identifier son client, puisque il est super lourd. Naïvement, on a le réflexe de se dire, bah oui, le client, c'est celui qui achète. Alors, certes, le client, c'est celui qui achète. Le client du front office, le client du front office de la boutique, c'est effectivement celui qui achète. Mais le client de l'entreprise, Price Minister, celui à qui Price Minister rend service, c'est plutôt le marchand, en fait. Et celui qui a vraiment l'impression d'acheter une prestation d'apporteur d'affaires, c'est le marchand. Donc c'est le marchand qui achète une prestation en Price Minister et c'est lui qui négocie le prix. Le client, il vient prendre des produits, d'accord. Donc là aussi, du coup, difficulté de focus, problématique de focus. Est-ce qu'il faut mieux que je rajoute des fonctionnalités pour un vendeur pro, ou est-ce qu'il vaut mieux que je rajoute des fonctionnalités pour un vendeur particulier, ou est-ce qu'il faut que je rajoute des fonctionnalités ou que j'améliore mon parcours client? Donc, mon sentiment aujourd'hui, c'est que Price Minister n'a pas assez donné d'importance aux vendeurs pro et n'a pas cherché suffisamment tôt une intégration forte avec son vendeur pro. Et donc, pour moi, l'exemple idéal de marketplace, c'est la fourchette, où finalement le service La Fourchette est devenu quasiment un outil de gestion de planning et de gestion de salle pour le restaurateur. Et donc là, La Fourchette qui, dans l'idée du grand public, c'est un truc où on trouve plein de restaurants, ben en fait c'est devenu un outil de gestion de salle pour le restaurateur. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à faire en tant que marketplace. Il faut arriver à devenir l'oxygène et l'eau du vendeur sur la marketplace, d'accord. Mon docteur, c'est un super exemple aussi. Mon docteur va progressivement, mon docteur ou Doctolib, enfin c'est tous ceux qui font la même chose. Leur objectif doit être de devenir l'outil de gestion de rendez-vous du médecin. C'est pas juste un truc qui centralise tous les médecins. Il faut carrément qu'il soit en perfusion chez les médecins et que du coup les médecins se disent non mais sans mon docteur je n'ai plus de clients, sans mon Doctolib je n'ai plus de clients. Et c'est là que la marketplace devient successful. Et du coup, comment est-ce qu'il faut faire ça? C'est l'exemple d'Amazon, hein, c'est dans toutes les réunions, toutes les discussions qui ont lieu, il faut que le client il se place.
Et il faut toujours se mettre dans la peau du client, dans la peau du vendeur en l'occurrence, mais aussi dans la peau de cet acheteur. Évidemment, on ne peut pas dire, c'est une question qui m'avait été posée la dernière fois que j'ai fait cette présentation. Il m'a dit attends, le client quand même, c'est celui qui achète, hein, franchement. Oui, bien sûr, le client c'est celui qui achète, mais pas que. C'est aussi le vendeur, et peut-être sur le plan stratégique, c'est peut-être plus important d'aller favoriser cette relation et cette perfusion de devenir indispensable pour son vendeur. C'est peut-être plus important que je ne sais quoi, je ne sais quelle nouvelle fonctionnalité à ajouter sur le site. Peut-être une autre façon de le dire, c'est j'ai le sentiment que chez Price Minister, on a donc avec 15 ans de recul, en regardant dans mon rétroviseur, je me dis mais on a passé 15 ans à rajouter des petites fonctionnalités sur le site pour les acheteurs. Et ces petites fonctionnalités, finalement, chacune n'est utilisée que par 5 ou 10% des acheteurs. Est-ce que plutôt que de rajouter cette kyrielle de fonctionnalités, parce que Dieu sait que Price Minister c'est très très riche sur le plan fonctionnel, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu chaque année ou tous les 6 mois refaire la mise en panier, refaire la fiche produit, refaire la homepage et toutes les fonctionnalités qui sont utilisées par 100% ou 90% de nos acheteurs et de nos utilisateurs ou de nos vendeurs. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu chaque année améliorer tout le système de mise en vente? Plutôt que d'aller rajouter la fonctionnalité machin ou la fonctionnalité truc. Donc attention aux effets d'annonce, attention à l'attrait de la nouveauté. Parfois, il vaut mieux consolider et travailler sur le tronc de l'arbre et le début des branches plutôt que d'aller travailler sur les feuilles. Quelque chose qu'on a un peu raté chez Price Minister aussi, c'est qu'on a eu un certain succès très tôt, et puis on s'est un peu assis là-dessus. Et on a un peu oublié de vraiment écouter le marché, de surveiller ce qui se passait. Et donc, on a raté deux, trois évolutions majeures, en fait. On a raté l'arrivée du mobile et cet outil qui est devenu ce qu'on sait tous. On a raté aussi l'arrivée des agrégateurs, qui s'est fait un peu en parallèle qui a été un enabler ou un facilitateur ou qui a déverrouillé la concurrence. C'est-à-dire parce que tous les agrégateurs sont arrivés, donc les agrégateurs, excusez-moi, il y a peut-être des mots un peu jargonneux pour les non-spécialistes, NetEven, Lingo et ShoppingFlux, il y en a d'autres, excusez ceux qui ne sont pas nommés, enfin excusez-moi pour ne pas avoir nommé tout le monde, sont ce que j'appelle des agrégateurs. Donc des gens qui vont centraliser du stock et diffuser ce stock sur des marketplaces. On n'a pas vu arriver ces gars-là et on les a snobés. Enfin, si, on les a vus arriver, mais on les a snobés. On s'est dit non, mais nous, on n'a pas besoin d'eux. De toute façon, on n'a pas envie de partager notre com avec eux. Et puis nous, on en a plein des marchands. On n'a pas de mal à trouver des marchands. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que ces gens-là, ils ont juste pillé Price Minister, puisque Price Minister, les vendeurs sur Price Minister étaient très visibles. Et donc, ils ont pris tous nos vendeurs et ils les ont balancés sur Rue du Commerce, sur Pixmania, sur Fnac. Au début de Fnac et de Pixmania et de Rue du Commerce, il n'y avait pas de moyen de vendre sur ces sites-là que par l'intermédiaire des agrégateurs. Donc, pour être vendeur sur, je crois que c'était Rue du Commerce, ou Pixmania, peu importe, pour être vendeur chez eux, il fallait absolument passer par NetEven. Et donc, ils avaient délégué à NetEven ou Lingo, ils avaient délégué toute une partie de complexité liée à la mise en vente et à la gestion des stocks sur le marketplace, que nous, on gérait. Et ce qui était plutôt astucieux de leur part, d'ailleurs. Et ce qui a fait que, du coup, il y a énormément de choses qui ont été faites du côté des agrégateurs, qui ont pu dispatcher le stock sur toutes les marketplaces. Et du coup, il y a ces marketplaces qui se sont montés très, très vite et qui sont un peu sortis de nulle part. Comme d'ailleurs, accessoirement, il y avait des acheteurs sur ces sites-là, du jour au lendemain, ce sont devenus des marketplaces assez, à succès, quoi, qui ont eu un véritable succès très vite. Le mobile, un autre virage, je ne vous apprends rien, c'est un peu une banalité, mais même Price Minister s'est fait un petit peu disrupter par l'arrivée du mobile. Puisqu'il y a des gens qui sont arrivés sur des verticaux bien spécifiques avec une super expérience utilisateur sur mobile et qui ont disrupté Price Minister, donc sur le vêtement particulièrement, mais sur aussi tout ce qui est puériculture. Il y a un acteur de la puériculture qui est assez bon. Donc catégories sur lesquelles Price Minister n'a jamais été très très bon en fait. Alors c'est là aussi, ça revient, excusez-moi, je fais une aparté sur la slide précédente, c'est que comme Price Minister était partout sur tous les fronts, on a même lancé l'Angleterre et l'Espagne, alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vais dire, mais par moment, je me dis, on a été un peu partout, mais bon nulle part. Vous voyez ? Donc, peut-être qu'il vaut mieux être très très bon sur moins de choses
et plutôt que d'être partout, un petit peu partout. Et donc, dès lors qu'il y a eu toutes ces marketplaces, et ben en fait, tout le monde s'est mis à baisser ses marges, négocier avec les vendeurs pour baisser les prix, etc. Donc aujourd'hui, toutes les marketplaces que j'ai citées, hein, donc non pas Le Bon Coin, mais Rue du Commerce, Pixmania, Amazon, Cdiscount, Fnac, tous ces gens-là sont en train de se battre sur le prix et du coup de se battre sur l'investissement marketing pour acheter du client. Et quelque part, ils sont beaucoup plus focalisés sur l'investissement marketing pour acheter du client plutôt que sur le service qu'ils offrent à leurs clients et sur l'appétence de leur offre pour le client. Parce que malheureusement, c'est un peu pareil aujourd'hui d'acheter sur Cdiscount, Rue du Commerce ou Amazon. Enfin, Amazon s'en tire peut-être mieux que les autres, mais globalement, c'est des expériences utilisateurs assez similaires. Bon, oui, donc là, un petit point fui Amazon. Encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux éviter de lancer un projet où on est un peu concurrent d'Amazon. Point important sur l'expérience utilisateur. Peut-être, vu qu'on est peu nombreux, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Ce sera plus interactif. Pendant longtemps, chez Price, on avait une vision assez fermée, assez limitée, assez réduite de ce qu'est l'expérience utilisateur. Et donc, pour la faire simple, on pensait que l'expérience utilisateur s'arrêtait dès lors que le gars avait cliqué sur payer. C'était logique, hein, sur le site, on avait une home page, il y avait une tête de catégorie, un search, un moteur de recherche, une fiche produit, mise en panier, blablabla, adresse de livraison, bam, payé, ça y est, hop, circulé, on passe au suivant, on a fini, on amène la commande au vendeur, nous on a fini notre boulot. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en fait, l'expérience utilisateur était beaucoup plus riche que ça, et que l'expérience utilisateur, finalement, le nerf de la guerre commençait au moment où le gars avait cliqué sur payer. Parce que c'est là que ça pouvait tourner au vinaigre et c'est là que ça pouvait être assez désagréable. Et c'est là que démarrait tout le sujet de la logistique et du SAV, etc. Et donc finalement, aujourd'hui, la vision que j'ai de l'expérience utilisateur, c'est que finalement, on est sur une boucle infinie. Hein. L'idée, c'est chaque itération, c'est un nouvel achat. Et donc finalement, une itération s'arrête là où démarre la suivante. Et donc l'expérience utilisateur s'arrête dès lors que démarre l'expérience utilisateur associée à une commande s'arrête lorsque la commande suivante démarre. Okay, donc l'objectif d'une commande finalement et l'objectif d'une expérience utilisateur réussie, c'est de déclencher la deuxième commande. Je pense que le monsieur de Welcome Track sera assez d'accord avec moi. Et du coup, il est vraiment très important d'arriver à avoir une super logistique, hein, de garder un bon contact avec l'utilisateur, de le rassurer et d'avoir une super gestion des SAV. Sur Price Minister, ce n'est pas le cas. Et c'est une des parties compliquées de la marketplace d'ailleurs, puisque finalement, il y a un gros investissement technique chez Price Minister pour fabriquer une marketplace, pour collecter des vendeurs. Et finalement, il y a tellement de travail et tellement de choses à faire que dès lors qu'on a eu la commande et qu'on balance la commande au vendeur pour lui dire ça y est, maintenant fais ton boulot, il y a un côté ouf, ça y est, j'ai réussi. Et bien non, en fait, c'est pas fini, quoi. Il faut continuer d'y aller. Il faut harceler le vendeur pour qu'il livre dans les temps. Il faut harceler le vendeur pour qu'il fasse un emballage correct pour que le produit arrive en bon état. Et il faut avoir toute une logistique pour que les retours et pour que le client ait le sentiment d'acheter en confiance et c'est le sentiment que ça va bien se passer. Moi-même aujourd'hui, à un moment donné, j'ai arrêté d'acheter sur Price Minister parce que je me suis dit waouh, le SAV là, ça risque d'être compliqué. Donc est-ce que j'ai envie de prendre le risque d'avoir un SAV un peu compliqué? J'ai acheté sur Amazon malheureusement des cadeaux pour mes enfants à Noël. Et j'ai vraiment trouvé exceptionnel, je ne sais pas si vous avez utilisé ça, mais l'emballage cadeau qu'ils font pour Noël et toute la réassurance qu'ils mettent en œuvre. Dès lors que la commande est passée, on sait qu'elle est préparée, on sait qu'elle quitte l'entrepôt, on sait qu'elle est chez le logisticien, et on sait qu'elle est arrivée à l'antenne locale du logisticien et tout ça. Ça, je pense que c'est des choses qui sont très importantes. Donc,
Ouais, c'est ma dernière slide. Si c'était à refaire, donc je ne sais pas si j'aurais de meilleures réponses à toutes les questions que ce que je viens de soulever. En revanche, je crois qu'un des points qui me paraît très important, c'est cette intégration avec le marchand, d'arriver à peut-être avoir moins de marchands, mais avoir une relation très très forte avec ce marchand, avec ces marchands, arriver à vraiment avoir une logistique très très fluide. Et puis, cette intégration avec les marchands, il faut la pousser, je pense, à un point qu'on ne connaît pas encore sur les marketplaces françaises. Pourquoi pas, finalement, ne pas laisser savoir à l'acheteur qu'il est en train d'acheter sur une marketplace. Je vais vous dire, récemment, j'ai acheté un Wiko pour ma fille, un téléphone Wiko qui n'est pas un téléphone mainstream, bien que ce soit une marque française. Bon, aujourd'hui, les mainstream, c'est quand même plutôt des Apple et des Samsung ou des LG. Et je suis allé sur toutes les marketplaces pour acheter mon téléphone. Je suis allé sur Price, je suis allé sur Cdiscount, sur Fnac et sur Amazon. En fait, il n'y en avait pas une où je pouvais acheter en étant certain que j'aurais bien le téléphone bleu-argent, puisque ma fille voulait absolument qu'il soit bleu-argent. Et que, voilà, c'était juste la couleur. Ah non, il y avait peut-être la taille mémoire, ou peu importe, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était la couleur. Il n'y avait aucune des marketplaces, même Amazon, où j'étais serein et sûr de vraiment acheter le produit que je voulais. J'aurais sûrement reçu un téléphone Wiko. Je ne suis pas en train de dire que j'aurais reçu une boîte à chaussures à la place. J'aurais reçu un téléphone Wiko. Mais est-ce qu'il aurait été bleu-argent comme je le souhaitais? Eh ben, il n'y en avait aucune sur laquelle c'était clair, limpide et sur laquelle j'étais sûr de mon coup. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, acheter sur une marketplace, si vous allez sur ces grandes marketplaces, eh ben, en fait, objectivement, l'expérience utilisateur n'est pas top. Et surtout, c'est assez anxiogène parce qu'il y a cette incertitude, on ne sait pas à qui est-ce qu'on achète. Est-ce qu'on achète à la marketplace ou à l'opérateur de marketplace, ou est-ce qu'on achète à un marchand lambda? Qui c'est ce marchand? Comment est-ce que ça va être le SAV? Donc, aujourd'hui, une idée que j'ai eue, je me dis, tiens, mais si je relançais le truc, eh ben, je ne veux pas que l'acheteur il sache qu'il est en train d'acheter sur une marketplace. Bien sûr qu'il faut que je fasse une marketplace, ça a du sens de faire une marketplace, mais finalement, il faut arriver à trouver une ergonomie qui cache cette complexité. Et pour cacher cette complexité, il faut avoir, pour se permettre de cacher cette complexité, il faut avoir une relation très très forte, une relation informatique notamment et logistique très très forte, et des garanties, des certitudes sur le service et sur la qualité de service que va rendre le marchand. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on est en train de demander au marchand? On est en train de lui demander de faire le travail avec l'enseigne de la marketplace quelque part, puisqu'on ne dit plus qu'on est une marketplace. Donc voilà, moi c'est ça, ce serait peut-être ça que j'essaierais de faire si je recommençais. Donc c'est vraiment cette intégration des fournisseurs, et du coup voir les marchands peut-être moins comme des marchands, mais plus comme des fournisseurs, puisque finalement une marketplace, c'est quoi? C'est juste un système, une sorte de transparence sur la réalité qui est que dans une boutique, il y a plein de fournisseurs différents. C'est ça, une marketplace, c'est juste une agrégation d'offres qui vient de fournisseurs différents. Mon dernier mot sur la logistique, c'est un exemple très intéressant que j'ai vécu là aussi. Un ex-associé de Voyager Moins Cher, puisque Price Minister avait racheté Voyager Moins Cher. Et il s'est lancé dans le vin, c'était un rêve à lui. D'ailleurs, il a eu un prix récemment, c'est assez marrant, comme quoi même dans le vin, on peut faire des choses nouvelles. Et son objectif n'était pas du tout de vendre du vin sur Internet, puisque ça, il y en a déjà qui se sont cassés les dents là-dessus. Son objectif, c'était de créer une marque de vin, donc d'être producteur. Et il a acheté une parcelle en Bourgogne, etc., etc. Et il achète du coup aussi du vin lui-même de Bourgogne. Il fait ses mélanges, il le stocke, il le fait maturer, etc. Et puis un jour, il s'est quand même dit, bon, je connais un peu Internet, je vais quand même essayer de vendre un petit peu une bouteille par-ci par-là sur Internet. Et donc, il a mis une bouteille sur quelques marketplaces, une ou deux bouteilles. Donc déjà, il a commencé à travailler son SEO à l'intérieur de la marketplace. Donc c'était assez marrant parce qu'il avait été très bon en SEO sur Voyager Moins Cher. Et il a refait à l'intérieur des marketplaces. Il s'est rendu compte qu'il pouvait travailler aussi son SEO pour être plus visible. Et puis, il s'est rendu compte que son emballage de bouteilles, ça avait un certain coût, que les bouteilles étaient souvent cassées. Et puis, donc, il est rentré dans une démarche pour trouver des logisticiens et des emballages économiquement viables.
Et il a regardé tout ce qu'il a trouvé sur le marché, puis finalement il s'est dit non mais attends, Amazon ils offrent des trucs, là je vais regarder ce que fait Amazon. Et il a commencé à regarder de très très près l'offre d'Amazon. Il a trouvé chez Amazon un emballage pour ses bouteilles tout à fait satisfaisant, qui était, alors je ne me souviens plus des ratios, mais je crois que c'est de l'ordre de 3 fois moins cher que tout ce que lui avait réussi à trouver, même en utilisant des leviers de négociation importants. Donc chez Amazon, il a trouvé un emballage de bouteilles 3 fois moins cher que ce qu'il avait trouvé ailleurs. Et accrochez-vous bien, il a trouvé, en utilisant à fond et en jouant à fond le jeu de ce que Amazon a mis en place pour la logistique avec ses marchands, il a trouvé de la logistique beaucoup plus efficace, avec beaucoup moins de casses de bouteilles. Et il a trouvé de la logistique beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère que tout ce que lui avait réussi à trouver par ailleurs. Donc, et c'est le nerf de la guerre, quoi. Parce que du coup, en tant que marchand, il gagne plus. Et surtout, la satisfaction client est meilleure, puisque le client va recevoir son produit moins souvent cassé. Et la casse, dans le cas d'une bouteille de vin, c'est assez rédhibitoire. Elle ne peut pas être abîmée, la bouteille. Et puis surtout, lui, ça lui coûte moins cher et le client est livré plus vite. Voilà. Donc, c'est un sujet complexe, la marketplace. Je pense que c'est logique aujourd'hui d'utiliser une solution déjà de marketplace, puisqu'il en existe maintenant, et il y en a je dirais des solutions économiquement viables, que sont par exemple With a Place. Et du coup, si vous utilisez une solution technique pour toute la partie informatique, vous pouvez du coup vous focaliser, vous concentrer sur les autres problèmes qui sont réels. Voilà. Merci. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Justin. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour Justin, Michael Introligator, The Gator Project. C'est une petite boîte que je suis en train de monter là sur de l'intermédiation, impression 3D et modélisation 3D. J'ai une question. Vous avez touché du doigt à la fin hein, la relation client et la logistique. Alors, c'était mon ex-métier, j'étais aux Galeries Lafayette avant. Pourquoi, hors Amazon, aujourd'hui, les contrats de transport ne sont pas portés par les marketplaces? Alors, bon, ma première réponse, c'est je ne sais pas. Donc, ma deuxième réponse, c'est dans le cas de Price Minister, pendant longtemps, le sentiment, c'était que... je pense qu'il y a de multiples réponses à ça, mais la logistique, c'est un métier qui fait peur. Et chez Price Minister, il y avait le sentiment que, oulala, on n'y connaît rien. Ça a l'air compliqué, on va pas ouvrir cette boîte de Pandore-là, on va plutôt se concentrer sur le reste, quoi. Donc soyons bons en marketing, en acquisition, soyons bons en SEO, soyons bons en techno, et puis on va croiser les doigts pour la logistique. C'est vraiment ça. C'était du coup un certain focus finalement, et c'est peut-être que c'était une bonne idée. Enfin, ça nous a réussi quand même, puisque même si ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est attention, une marketplace c'est compliqué, on n'a peut-être pas toujours réussi, on n'a peut-être pas toujours été bon. Malgré tout, on a une certaine réussite en France. Les clients de la marketplace, donc c'est les vendeurs, ça a été dit. Quels sont les moyens de lui prendre de l'argent concrètement à son client? À part la commission, est-ce qu'il y a d'autres thématiques sur lesquelles on arrive à marger, à générer des revenus? Alors, très bonne question. Et à un moment donné, on s'est posé la question chez Price. Et en fait, on a fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on a mis en place un abonnement mensuel. On a fait payer un abonnement mensuel au début symbolique, mais qui ensuite a été grossissant. Et donc, on s'est dit, tiens, mais en faisant ça, on va faire du ménage. Et donc, tous les marchands qui ne sont pas sérieux et qui ne sont pas là vraiment pour s'impliquer et pour vendre et qui n'ont pas l'intention de faire du volume, eh ben, ils ne voudront pas payer ne serait-ce que 100 ou 200 euros mensuels, quoi, ou 300 euros, je ne sais plus combien c'était au début. Après, dans le temps, on l'a augmenté. Mais du coup, que ce soit pour Price Minister ou pour le groupe Rakuten au global, puisque Price Minister a été racheté par Rakuten, cet abonnement mensuel
il est significatif, et puis c'est de la marge pure. Et c'est du récurrent. Merci, je vous propose qu'on passe tout de suite à la table ronde. Donc, messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre. Bien, donc pour commencer, peut-être, donc Justin a eu l'occasion de se présenter largement. Je vais vous demander de faire la même chose, de vous présenter rapidement, de présenter votre activité. Et puis, si vous avez des réactions aussi au retour d'expérience qu'a fait Justin, je suis preneur. Eric. Bonjour, donc Eric Alessandri. Donc j'ai fondé Wizaplace en 2012, au départ comme porteur de projet de marketplace. Donc, dans le domaine de l'audition, j'ai un passé d'audioprothésiste. Et donc une marketplace que j'ai lancée sur la base de notre techno, parce qu'on ça change, parce qu'on avait donc des difficultés à trouver une solution qui convenait tout simplement. Et cette marketplace a décollé assez fort. On a fait 4,5 millions les 6 premiers mois. Et en fait, ça s'est un peu trop vu. C'est une profession réglementée. La loi a évolué du fait d'un gros lobbying avec l'interdiction de la vente à distance des appareillages auditifs. Donc on a dû pivoter, et c'est là qu'on est devenu éditeur de logiciel, qu'on s'est mis à vendre ce qu'on avait développé exclusivement pour nous et sans penser du tout le vendre au moment où on l'a fait. Et depuis, on a participé au lancement de plusieurs dizaines de marketplaces et lancé des études, mais ça c'est l'effet, j'ai une épouse statisticienne, donc on fait des stats. Et on a étudié le lancement de plus de 1000 marketplaces, et donc on fait un peu des partages d'expérience sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a un point sur lequel je peux être que d'accord, c'est que ceux qui fonctionnent, ce sont ceux qui font un focus sur l'offre, sur les vendeurs, et qui comprennent que dans l'histoire de la poule ou de l'œuf, le premier à aller chercher, c'est clairement le vendeur, avec des stats amusantes comme Airbnb qui avait dépensé 97% de son budget marketing dans le recrutement de l'offre et seulement 3% pendant les 2 premières années sur le fait de faire venir du trafic. Voilà, donc on fait des stats, des choses, des études, et on essaie de devenir un peu expert sur le sujet. Voilà. Ok. Julien. Partage. Bonjour, je suis Julien Defer, je suis responsable logistique chez Walibuy, société spécialisée dans le mobilier d'extérieur et qui distribue la marque Alice Garden. Alice's Garden, on fait 50% de notre chiffre d'affaires sur les marketplaces. On a terminé l'année passée à 38 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est très au fait des problématiques d'échange de données justement avec les marketplaces, ne serait-ce que travailler sur la gradualité des délais qui dépend des différents acteurs, les bonnes informations à envoyer aussi à la marketplace, ne pas oublier de flaguer les commandes pour être payé parce que c'est quand même la base aussi. Automatiser un maximum de choses et surtout ne pas prendre un client marketplace pour un client en marge de notre flux pour une vente directe, mais vraiment traiter tous les clients à un niveau égal pour avoir la qualité de service la plus satisfaisante possible pour tout le monde. Il y a une chose qui m'a frappé dans l'intervention de Justin, enfin la fin en tout cas, c'est la nécessité d'avoir une réassurance sur une marketplace sans doute encore plus forte que sur un site de vente directe classique, parce qu'il y a encore plus de freins, il y a un acteur supplémentaire qu'on ne connaît pas forcément et qui peut introduire des frictions ou des problèmes dans la relation. Comment s'était gérée cette rassurance chez Price, et peut-être avec l'expérience que tu as, Eric, comment tu vois la gestion de ces problématiques sur les places de marché, soit que tu opères, soit sur les autres places de marché? Alors, à un moment donné, chez Price, on s'est dit finalement, l'un des facteurs anxiogènes de la marketplace, c'est qu'une fois que l'acheteur a trouvé la fiche produit qui l'intéresse et donc le produit qui l'intéresse, on le confronte à un choix qui est de devoir choisir son vendeur. Et à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, choisir, c'est compliqué. Le fait de devoir choisir un vendeur
parmi plusieurs vendeurs, c'est rajouter un frein à la démarche d'achat. Et donc, c'est anxiogène. Du coup, un des trucs qu'on a fait, c'est d'essayer de choisir à la place. On a fait ce qu'on appelle la buy box, et donc c'est d'essayer de choisir à la place de l'acheteur. Et finalement, ça va un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, même si c'est, hélas, tourné vers l'acheteur et pas tellement tourné vers le vendeur, puisque du coup, on avait, une fois que la fiche produit une fois que l'acheteur était sur la fiche produit, il avait juste un bouton acheter, et il pouvait acheter sur Price Minister. Et il achetait de fait au marchand que notre algorithme avait déterminé comme étant le meilleur ou le plus pertinent pour cette fiche produit-là, sur ce produit. Un prix avec un bon compromis prix, qualité de service. Et donc, ce choix-là, bon voilà, on a essayé de réduire la complexité de l'acte en mettant ça en place. Ça a été efficace d'ailleurs, on a gagné quelques pourcents de business en faisant ça. Et on a maintes fois fine-tuner l'algorithme de choix pour essayer de voir si on ne pouvait pas améliorer les choses. Voilà. La note du vendeur, c'est aussi un des éléments de réassurance, même si, bon, bah là justement, on essayait de la cacher. Mais clairement, au début, c'était clairement cette note qui était censée être le gros facteur de rassurance. La solidité de la marque, et ça c'est un des points qui est beaucoup oublié par un acteur comme Price Minister, c'est qu'on a beaucoup plus confiance en une marque qui est très connue qu'en une marque moins connue. Et donc, le taux de conversion naturel d'un site qui est le site d'une marque extrêmement connue, ben, son taux de conversion sera bien meilleur que celui d'une marque peu connue. C'est triste, hein, mais c'est la réalité. Et donc, pour beaucoup, ces dernières années, la recommandation, ça a été d'investir sur la marque et de ne pas tellement aller acheter des clients par palanquet sur le web, mais investir sur la marque pour créer une marque avec de la notoriété et créer une marque qui va séduire et une image de marque forte qui contribue à la réassurance. Bon, après, il y a plein d'autres choses qui contribuent, mais pendant longtemps aussi, on croyait que c'était juste de mettre le logo Fianet et le logo La Poste et le logo, c'était quoi le troisième, Société Générale, qui était sur la page de paiement. Donc, c'était ça la réassurance au tout début de Price Minister. Ok. En fait, nous, ce qu'on a mesuré, donc, ce qu'on voit, c'est que le client, il s'attend pas du tout à acheter un tiers. D'ailleurs, quand on a acheté, moi j'ai acheté un ordinateur là qui est à côté, sur Amazon, j'ai pas la moindre idée de qui me l'a expédié. J'en ai strictement aucune idée. Je sais pas du tout. Je sais juste que j'ai acheté chez Amazon. Je sais que c'est un vendeur marketplace. Je sais pas qui c'est. Et je suis certain que si j'avais été sur le site e-commerce du vendeur tiers en question, j'aurais jamais acheté. C'est justement l'effet de la marque Amazon, d'une part, mais aussi le fait qu'ils aient des services tiers où on a tous vu sur le net que des acheteurs se sont fait rembourser dès qu'il y avait un début de litige sans qu'il y ait eu réellement d'enquête. Et c'est sur ces points-là justement qu'il y a une rassurance. Et je pense surtout que les marketplaces doivent tenter d'homogénéiser le parcours utilisateur. C'est-à-dire que j'achète au vendeur 1, au vendeur 2, au vendeur 3, au vendeur 4, finalement ça doit se passer toujours pareil, toujours de la même façon. Et donc c'est quasiment neutre, c'est ce que disait Justin, donc on doit presque pas se rendre compte qu'on a eu affaire à un vendeur tiers parce que ça doit être toujours pareil. Et justement, le lien fort informatique, ne serait-ce que ça, pour le traitement de la commande, pour la gestion logistique, avoir des informations sur est-ce que le colis il est là ou il est là-bas, est-ce qu'il est déjà parti ou pas, ça fait partie des éléments qui font que ça se passera toujours pareil. Et donc du coup je vais pouvoir revenir, je sais que systématiquement c'est plus qu'un tiers de confiance, c'est exactement comme si j'avais acheté chez lui. Et ces vendeurs, on leur demande, il y a un niveau d'exigence, je pense, sur certaines marketplaces qui commence à être franchement élevé, mais qui en même temps, ça permet à ces vendeurs-là d'avoir plus de commandes. Et si ceux qui arrivent à s'y plier et à tenir ce niveau d'exigence-là, derrière, ça cartonne. On nettoie le marché, c'est ça. Donc là, je sais pas quel est ton avis, Julien, mais à mon avis, ça doit être important. Ouais. Tout à fait d'accord. On se rend compte que le niveau d'exigence client a bien changé depuis ces dernières années. On veut tout de plus en plus vite et pour moins en moins cher. Pour être un acteur qui existe de manière significative au niveau des places de marché, c'est assez peu évident. C'est des ajustements quotidiens. C'est de l'investissement IT, de travailler sur différents templates. Il y a des choses qui peuvent sembler anodines, mais ne serait-ce qu'avoir un nom de domaine qui n'est pas brouillé par une place de marché pour les communications de la part d'un partenaire transport
c'est primordial, notamment pour la prise de rendez-vous, pour de l'information au niveau d'un échec de livraison, ce genre de choses. On n'a pas forcément on visualise pas forcément les impacts que ça pourrait avoir, mais ça génère de la frustration de la part du client, donc des réclamations auprès des marketplaces, et donc une dégradation, donc comme vous en parliez, mais de la note du marchand, alors que le boulot a été fait en amont. Mais donc c'est la marketplace qui a bloqué, par exemple, un mail de Mondial Relais, de Relais Colis ou d'un de ces acteurs, et ce qui fait que le client est complètement dans le flou. Donc il y a des vrais ajustements à trouver au quotidien avec les places de marché pour être accompagné. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que il y a une commission qui est là, mais ça évite surtout à une société comme la mienne de payer énormément de présence externe et de profiter de leur visibilité pour pouvoir continuer à exister. Donc, on reviendra sur les aspects communication et relations clients après. À vous écouter, il y a un modèle qui semble être le modèle vertueux pour la marketplace, c'est de masquer complètement le vendeur, enfin en tout cas de ne pas le faire apparaître comme étant un frein avec un choix de plusieurs vendeurs, mais de gérer complètement la relation. C'est vertueux pour la marketplace, pour le vendeur moins. Alors c'est effectivement vertueux pour la marketplace. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre modèle qui serait de jouer à l'inverse une transparence la plus totale sur qui est le vendeur, sur la remontée d'infos, sur ces aspects qui sont plus compliqués techniquement à gérer et opérationnellement? En fait, il y a quand même une frilosité de la marketplace de montrer le vendeur, parce que certains de ces vendeurs, je vais être complètement honnête avec vous, rue du commerce et Cdiscount vendent sur Price Minister. Donc, si vous allez sur Price Minister et vous voyez que ce produit est vendu par Cdiscount, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur Cdiscount. Forcément, vous dites forcément, je vais l'avoir moins cher sur Cdiscount. Et puis, s'il n'est pas moins cher sur Cdiscount, parce que peut-être qu'il peut y avoir une négo qui fait qu'ils s'interdisent de vendre moins cher chez eux, et vous allez quand même le prendre chez Cdiscount parce que vous êtes, bon, au moins je suis en direct avec le distributeur, il y a un intermédiaire en moins, etc. etc. Donc pendant longtemps, ces acteurs-là, ils vendent sur Price Minister, mais avec d'autres marques, avec des faux, avec une sorte comment dire, un pseudonyme, quoi. Donc c'est compliqué. Pendant longtemps sur Price Minister, on voulait pas, je pense que c'est de ça que tu parles, on voulait pas donner l'adresse email de l'acheteur au marchand. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'il fallait. Mais pourquoi? Parce qu'on avait peur que le gars aille en direct avec le marchand, ou que le marchand se mette à essayer de nous squeezer. Voilà, donc. Si on arrive à créer un vrai service attractif, et comment est-ce qu'une marketplace est attractive? C'est parce qu'il y a énormément d'offres dessus, mais parce qu'on y trouve tout, mais aussi derrière que ça suit, que la prestation est là et que je suis satisfait en tant que client, pas juste parce que j'ai trouvé un produit, mais parce que je l'ai vraiment reçu et qu'il était en bon état. À ce moment-là, j'y retournerai. Et j'ai moins la crainte en tant que marketplace, j'ai moins la crainte que les gens aillent en direct avec les marques. Il y avait un chiffre qui était amusant, c'est que Amazon a constaté qu'ils avaient 2 fois plus de conversions et de réachats chez un client qui a eu une commande qui s'est mal passée. Parce que eux avaient assuré ce rôle de tiers de confiance et avaient fait en sorte que ça s'est pas bien passé, genre la livraison n'est pas arrivée, ou elle est cassée, ou bref, quasi systématiquement Amazon a remboursé l'acheteur. Et ça s'est passé vite, bien, expérience utilisateur sympa. Et du coup, ce rôle de tiers de confiance, il est d'autant plus renforcé. C'est-à-dire qu'on est vraiment rassuré, et du coup, on y retourne plus volontiers. Et c'était de l'ordre de x2. Donc j'ai vu le directeur marketing France d'Amazon le dire sur une table ronde de ce type-là. Et finalement, si on y réfléchit bien, c'est surtout ce qu'on va rechercher. C'est ce qui fait que si tout se passe bien, on va peut-être pas aller du coup chez le vendeur en direct parce qu'on perd ce tiers. Et évidemment, il y a des vendeurs chez qui ça se passerait formidablement bien, mais il n'empêche que maintenant, sur les places de marché, on ne connaît même pas en fait si le vendeur, c'est assez peu brandé, il faudra me dire si c'est le cas, c'est une société française, mais est-ce que le vendeur, il est, je sais pas, chinois, est-ce qu'il est en Thaïlande, est-ce qu'il est australien, est-ce qu'il est français? Souvent, on n'en a pas la moindre idée. En tout cas, moi, l'ordinateur que j'ai acheté, j'ai aucune idée quelle est la nationalité du vendeur tant que le colis n'est pas arrivé avec l'adresse d'expédition qui est écrite dessus pour le coup. On a plutôt envie d'acheter à la place de marché, juste, si ça s'est mal passé, justement, qu'on a compris le rôle de tiers de confiance et s'il a été bien fait. Ouais. Effectivement, ce que tu soulignes, c'est un principe marketing qu'on remarque très régulièrement, c'est qu'un
enfin, que ce soit sur Marketplace ou sur un site classique, un client qui a un souci sur une livraison, si le vendeur fait rien, vendeur ou Marketplace, c'est un client qui va être perdu. En revanche, si le vendeur, site e-commerce ou le Marketplace, arrive à régler le problème rapidement et efficacement, c'est un client qui va être fidélisé de façon extrêmement forte. Ça peut paraître assez contre-intuitif, mais enfin, c'est quelque chose qu'on observe tous les jours en tant que vendeur. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre du coup l'accent sur le règlement opérationnel des problèmes. Et du coup, du côté vendeur, le fait que on sent que les intérêts ne sont pas forcément toujours alignés entre les marketplaces et les vendeurs. Le plus important est de trouver un équilibre aussi par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Donc, en ce qui nous concerne, on l'a plutôt bien trouvé, je pense, j'imagine. Mais mettre des produits sur une marketplace, c'est un vrai levier de croissance pour une société, parce que les marketplaces, au-delà de la notoriété de la marque de la marketplace, vont proposer aussi des alternatives, ne serait-ce qu'en termes de paiement, par exemple. Je prends l'exemple de Cdiscount qui va proposer des paiements en plusieurs fois. Amazon avec les informations préenregistrées, le simple clic pour commander. Redoute par rapport à son noyau de clients et sa carte spécifique Redoute. Enfin, il y a des tas de choses qui font que on arrive quand même à y trouver notre intérêt. Et je reviens juste sur ce que vous disiez, à savoir que lorsqu'une marketplace résout un problème, en effet, ça lui est bénéfique. Il suffit juste de lire un avis Amazon, où il y a 1 étoile sur 5 et 9 fois sur 10 à la fin, ils félicitent Amazon pour leur intervention. Enfin, je veux dire, c'est hyper rassurant pour un client. Donc après, à nous, vendeurs, de travailler main dans la main avec la marketplace pour trouver les points qui auraient pu être bloquants, améliorer cela pour l'avenir et continuer à faire du business, enfin, tout simplement, la base. Et en termes de relations clients, qu'est-ce que vous vendez sur un certain nombre de places de marché? Est-ce que tu as constaté des modes de fonctionnement différents suivant les places de marché? Certaines mettent le vendeur en avant dès qu'il y a un souci pour entamer le dialogue direct, ou d'autres au contraire filtrent et veulent garder la main avec le vendeur. C'est quoi les pratiques que tu as pu constater sur les places de marché que tu utilises toi en tant que vendeur? Alors il y a des liens forts historiques, donc on vend sur une dizaine de places de marché, donc les plus notoires, mais Rue du Commerce et Redoute sont bien. En fait, on a des chargés de compte chez eux, et donc à partir du moment où, c'est ce qu'ils appellent les cas direction, à partir du moment où un cas s'envenime, on est très vite au courant et on arrive assez facilement à porter satisfaction au client. Amazon, avec leur fameuse garantie A à Z, c'est un peu plus compliqué de se faire entendre, mais bon, je dirais que c'est peut-être plus celle-ci où c'est difficile. Et avec Price Minister aussi à l'époque, on avait un chargé de compte qui nous apportait un soutien pour la gestion des dossiers. Et bien souvent, les places de marché aussi participent aux frais que pourrait engendrer une anomalie de livraison, par exemple, où nous, on a fait notre boulot jusqu'au bout, mais à partir du moment où la personne, le client ne vérifie pas l'état du colis, ou c'est vraiment dans un état déplorable, la place de marché accepte de mettre la main à la poche. Et en règle générale, c'est du 50-50. Donc voilà. Ok. Et alors, il y a une pratique assez courante sur certaines places de marché, c'est de filtrer les emails. C'est une vraie plaie, ça. Donc on a soit des alias, soit tout simplement pas de mail du tout. Donc il faut passer par des boîtes de dialogue. Quand on fait 10 commandes par jour, ça va. Quand nous, on fait... l'année passée, on a fait pas loin de 110 000 commandes sur des places de marché. Enfin, aller gérer 110 000 commandes à la main sur un back-office, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, quoi. On aime bien nos week-ends aussi, comme tout le monde. Donc on n'a pas non plus, de par la saisonnalité de notre activité, on fait 80% de notre chiffre d'affaires sur 5 mois. Donc on ne peut pas avoir des effectifs très très importants sur ces périodes-ci, c'est assez difficile à gérer. Donc bien souvent on le subit, c'est des sujets qui reviennent constamment sur la table à chaque fois qu'il y a une renégociation de commission ou de mise en avant de produits, de mise en place de parité prix sur des fast runners, ce genre de choses. Mais c'est qu'une adresse mail a une valeur. On peut très bien signer une charte de confidentialité, mais c'est vraiment pas du tout évident. Il y a au moins le téléphone, bon ça c'est la base, mais c'est toujours pareil, quoi. Au final, ça prend autant de temps qu'aller sur un back-office pour mettre un message. Ça c'est vrai sur toutes les places de marché que tu utilises, ou il y en a certaines qui ne font pas qui n'ont pas ce type de pratique? Alors Amazon par exemple a un alias qui est fonctionnel, sur lequel on n'a pas de coupure de communication.
Redoute, on est limité en nombre d'échanges et on ne peut pas mettre une adresse mail dans le contenu du mail. Donc il y a des petites parades, donc on met des espaces, arrobase, on l'écrit en toutes lettres. Enfin bref, c'est assez... Des hacks. Ouais, on est bien d'accord. Donc c'est assez difficile. Cdiscount, ça se passe plutôt bien. Price, ça se passe bien. Et sur notre site, bien sûr, ça se passe excellemment bien aussi. Mais non, il y a des parades à trouver. Celle avec laquelle on a, pour l'instant, de très grosses difficultés, c'est Auchan. On n'a absolument rien. On n'a pas d'alias et on n'a pas de mail. Donc on avance avec eux, quoi. Mais on cherche. Okay. On entame le courrier bientôt. Eric, tu as constaté quoi comme tendance là-dessus sur les communications, le filtrage des communications, des emails envoyés par les vendeurs directement aux acheteurs? Ça a tendance à se durcir. En fait, la marketplace, elle a envie de trouver des solutions pour garder l'acheteur pour elle. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, hein. C'est juste que ce qu'on a constaté de façon empirique, hein. C'est ce qu'on mesure. Et la marketplace a vraiment le sentiment d'avoir payé, fait le coût d'acquisition client pour faire venir l'acheteur. Et on a de plus en plus de marketplaces qui trouvent des moyens. J'ai vu Auchan, Redoute, etc. On travaille parfois avec eux, on discute avec eux. On voit bien que leur volonté, c'est pas du tout d'aller vers un allègement de cette politique, hein. C'est au contraire de la durcir, de trouver un moyen d'enlever les gens qui écrivent les mails avec les espaces et les arrobas en toutes lettres, de payer des algos pour éviter ça. Et vraiment, leur crainte, c'est le vendeur qui échappe à la marketplace et pour tenter d'échapper à la commission. Je suis pas sûr que pourtant ce soit très légitime parce que le vendeur, lui, si ça venait à se savoir et qu'on lui coupe tout son flux, je pense que si Amazon et Cdiscount vous coupent, ce ne sera pas très sympathique. Et je pense que le contrôle par justement ce partenariat très poussé est beaucoup plus intéressant que par la censure et du 1984 contrôle, je pense. Disons qu'enfin, encore une fois, hein, il faut. Je pense que l'inquiétude des marketplaces, elle est légitime parce que dès lors qu'il se rend compte qu'il peut acheter un produit, peut-être c'est pas forcément pour cette commande-là, mais pour la commande suivante, qu'il peut aller directement voir le marchand. S'il trouve que le marchand est satisfaisant, il va le faire. Hein. C'est probable qu'il le fasse. Hein. Ou disons qu'il serait peut-être bête de ne pas le faire, à moins que la marketplace, comme on le disait, ait une vraie valeur intrinsèque, une vraie valeur propre et apporte un vrai complément de rassurance et d'exhaustivité, de facilité, de fluidité dans la prise de commande et de fluidité dans la gestion du SAV, de qualité, de caution de qualité de la logistique. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette valeur intrinsèque, une promesse de valeur supérieure et intrinsèque à la marketplace. Je voulais juste... en fait, Wish, c'est une marketplace qui a explosé ces dernières années, donc qui vend principalement des produits low cost made in China, enfin même quasi uniquement. Et en fait, ils se sont inspirés, j'ai vu celui qui l'a cofondé, et il expliquait qu'il s'est inspiré d'Uber. Sur Uber, il y a une offre colossale, donc on trouve un chauffeur à peu près quand on en a besoin. Et c'est la marketplace qui vous affecte le vendeur. C'est-à-dire que vous ne le choisissez pas, vous dites juste j'ai besoin de tel service, et il vous dit c'est lui qui va venir vous chercher. À aucun moment on peut se dire mais j'en vois deux qui sont à la même distance, je voudrais plutôt lui. Non, vous ne pouvez pas, on vous l'affecte. Et Wish, c'est parti du même principe. Donc il expliquait qu'il est beaucoup plus focalisé sur le produit, sur ce qu'on va expédier, que sur la personne qui va vous faire le service. C'est quelque chose qui pousse et Jet, donc, qui a été racheté je crois par Walmart récemment aux US, voulait construire un Amazon killer. Et il y a des levées qui sont comptées en centaines de millions de dollars. Hein. Et justement, ils sont partis du même principe que le produit et le service étaient beaucoup plus importants que ceux qui le rendent. Et du coup, vous ne pouvez même pas le choisir. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité sur la plateforme de choisir le vendeur. Donc là, on arrive à des niveaux extrêmes qui ne sont pas encore très présents en France. Mais je pense que c'est une tendance qui pourrait arriver. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est principalement parce que ce sont des vendeurs étrangers et qu'on a envie de masquer un petit peu cet effet-là. Voilà. Après, ce qui était intéressant, c'est de regarder du côté de l'Asie. Et donc de Rakuten, puisqu'on a passé quand même quelques années à essayer de transformer le modèle Price Minister pour le faire ressembler plus au modèle Rakuten. Et donc eux, ils ont un parti pris qui est assez inverse en fait, puisque sur Rakuten, la marque du vendeur est très présente.
et très visible. Et ils n'essaient de rien cacher. Et au contraire, même, ils permettent aux vendeurs, ils donnent des outils aux vendeurs pour communiquer avec ses clients directement grâce à Rakuten. Même s'ils donnent pas ils donnent pas les adresses email des clients, mais ils donnent des outils qui permettent de faire de la communication en masse et d'avoir des échanges de mails. Donc il y a une sorte de truc d'alias. Mais ce qui est intéressant, c'est que la marque, pour le coup, la marque du vendeur n'est absolument pas cachée. Il n'y a aucune frilosité là-dessus. Au contraire même, c'est intégré dans leur discours que de dire plus la marque du vendeur est visible et plus le vendeur raconte une histoire et a une identité propre et une sorte de ils essaient d'humaniser la relation, de dire non, c'est plus juste, vous n'êtes pas juste en train d'acheter à une gigantesque machine informatique, vous êtes en train d'acheter à ce monsieur qui est expert de son produit. Et donc, si vous voulez acheter un téléphone portable, prenez le téléphone portable chez lui parce que lui, il vous recommandera le meilleur top téléphone portable pour votre budget, pour l'usage que vous allez en avoir. Tu avais une anecdote marrante sur un marchand d'œufs, je crois. Oui, c'est vrai que le marchand dont Rakuten parle, l'un des marchands phares de Rakuten, c'est un marchand d'œufs. Donc c'est vraiment des œufs de poule, des œufs à manger, pas des œufs de Pâques ou quoi que ce soit, des vrais œufs frais. Et donc il montre des photos de ces poules et de comment elles sont nourries. Et il personnifie même les poules en disant bon, mais ça c'est la poule machin, elle est née en telle année. Regardez, ça c'est sa mère et ça c'est sa grand-mère. Donc il y a une lignée de poules et il montre comment il les nourrit. Il va montrer les œufs que chaque jour elle pond un œuf. Enfin bon, c'est romancé, c'est vraiment il y a une histoire à raconter autour de l'œuf. Et donc, quand vous achetez finalement un œuf à ce type-là, vous y allez parce que d'une part, vous êtes sûr, vous savez exactement où est la poule, qu'est-ce qu'elle a bouffé, où est-ce qu'elle s'est baladée, ou est-ce qu'elle est restée dans sa cage toute la journée, etc. etc. Donc voilà, il y a une relation très humanisée et ce gars, il vend des millions d'œufs tous les jours. Hein. Pour le coup, c'est pas juste, c'est pas truc bio, un agriculteur dans la Larzac qui vend 3 œufs tous les jours. C'est un truc totalement industriel et il vend des millions d'œufs. C'est un des énormes marchands de Rakuten. Avec des problèmes logistiques qui doivent être assez intéressants. Il a un à problème de régler, casse aussi, comme le vin. Et ça va être encore pire. Donc là, on est bien visiblement chez Rakuten, la tendance inverse, qui est on met en avant le vendeur. Sauf que oui, Au Japon. historiquement, au Japon, chez Rakuten, c'est pas que au Japon, c'est au Japon, chez Rakuten, c'est ça la façon de faire. Maintenant, ça n'empêche pas qu'Amazon, qui arrive au Japon, qui est au Japon, avec son modèle Amazon, qui est très différent, hein, même si ça reste fondamentalement des marketplaces, la philosophie et la façon de penser est assez différente. Amazon grossit bien au Japon aussi, donc les deux modèles sont pertinents. Il n'y en a pas un qui est, semble-t-il, meilleur que l'autre. Il y en a juste un qui historiquement est très 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 présent au Japon, et c'est le groupe Rakuten, qui est aussi fuelé et stimulé par un système de miles, en fait, de coupons, de points de fidélité, qui se retrouve partout et qui est complètement distillé partout au Japon, et pas seulement sur Internet, mais aussi dans la rue. C'est-à-dire que les points de fidélité de Rakuten, vous pouvez les utiliser au tabac pour acheter un Mars, ou pour acheter un paquet de clopes ou n'importe quoi dans la rue, ou un magazine, vous pouvez l'acheter avec vos points de fidélité Rakuten. C'est un truc de malade. Effectivement, ça fait une petite différence avec la France. Pour en revenir plutôt côté vendeur, est-ce que les places de marché demandent comme remontée d'informations aux vendeurs qu'est-ce que les places de marché te demandent comme information, de remontée d'informations une fois que la vente est faite, qui t'ont confirmé la vente? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Est-ce qu'il y a des disparités entre les demandes des places de marché? Je parlais un peu plus tôt de la gradualité des délais des places de marché. Donc la priorité, c'est déjà de prévenir la marketplace comme quoi le produit est expédié. Ensuite, on ne va pas apporter la même information au niveau de l'expédition. Certaines places de marché vont parler en termes de préparation, donc préparation sous, et ensuite on aura un délai fixe de livraison, donc qui dépendra, en règle générale on en a deux, donc de l'express et du standard. Donc il faudra jouer sur ce premier délai. Ensuite on aura un délai d'expédition et ensuite un délai de livraison. Donc on devra toujours pousser un suivi pour le client. Et ensuite une date approximative de livraison qui dépendra donc de la gradualité décidée de la PDM. Donc si c'est une livraison express avec une livraison sous, on mettra 5 jours ouvrés.
Si c'est un délai de préparation, on mettra 7 jours parce que dans le délai de préparation, le délai de livraison sera fixe à une journée ouvrée. Enfin, il y a des tas de choses comme ça à mettre en place. L'une des plus cohérentes en tout cas est celle de rue du commerce, qui parle vraiment en tranches de date pour la livraison, ce qui colle le plus à ce qu'on a dû, ce à quoi on a dû se conformer, en l'occurrence la loi Hamon, quoi. Et du coup, ces informations, une fois que l'expédition est partie, j'imagine que c'est un numéro de colis qui est demandé, un transporteur, ces choses-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez contrôlé, ou est-ce que c'est plutôt des champs libres, tu mets un peu ce que tu veux Alors, j'ai pas senti de vrai contrôle. Nous sommes une société du nord de la France, donc on a, je dirais, 10 à 12% de nos clients qui sont dans le Grand Nord. Une grosse partie de nos livraisons, nous utilisons des partenaires locaux qui n'ont pas forcément de tracking disponible. J'ai jamais eu d'alerte particulière de la part des places de marché lorsque j'utilisais ce type de prestataire. Donc absolument pas. Je pense qu'on pourrait envoyer ce qu'on veut. À la limite, il y aurait du mécontentement client et le fait de naviguer à l'aveugle, ça générerait de la frustration de la part de l'acheteur. Mais il n'y a pas de contrôle précis là-dessus. À partir du moment où on respecte le délai, où on écrase le délai le plus possible et que le client est livré dans les temps, ça se passe majoritairement bien. Ok. En fait, on commence à travailler les places de marché, donc qui nous demandent de suivre les expéditions, et donc c'est une problématique qu'on rencontre assez fréquemment. On a en gros la moitié des numéros de suivi qui sont exploitables. Alors quand je dis la moitié, on a deux cas de figure, soit des numéros qui correspondent à rien et auxquels on ne peut pas en faire grand chose, soit des numéros d'un transporteur qui sont mentionnés sur un autre transporteur. Donc on a pas mal de travail à faire sur cette question-là, et on se demande justement si c'est pertinent de travailler peut-être avec des solutions techno de marketplace pour travailler sur ces aspects-là, pour inciter les vendeurs à mettre des informations qui sont sûres, qui sont cohérentes, peut-être faire du contrôle de ces informations-là. Je ne sais pas ce que tu peux nous en dire là-dessus, si c'est une problématique que tu rencontres chez tes clients ou quelque chose que vous avez dans la roadmap au niveau de With Your Place. Alors, moi j'ai un chiffre qui est encore plus dur que 50%. Nous on a mesuré, on a regardé, donc il n'y a que 30% des cas où ce qui est affiché, c'est ce qui est réalisé. C'est-à-dire que c'est affiché à l'acheteur, on va vous livrer avec, je sais pas moi, GLS en 48 heures, et finalement c'est UPS en 24 ou en 72. Alors c'est 70%. La règle, c'est-à-dire qu'il y a plus souvent quelque chose de différent de ce qui est annoncé qui se passe. C'est comme si on disait, voilà, le train il a 70% de chance de ne pas aller dans la bonne ville, ou pas, finalement on n'y va pas en train, on y va en avion. Vous achetez un billet de train puis c'est autrement. C'est assez surprenant. Et alors, évidemment, il y a les leaders, ceux qui sont très industrialisés. Je pense que vous vendez sur plusieurs places de marché. Vous n'êtes pas forcément représentatif de ces 70%. Je pense que vous êtes dans les 30% a priori. Vous utilisez toujours les mêmes transporteurs. Ce que vous annoncez, c'est ce qui est fait. Mais il y a quand même... il faut que le client ait l'info, évidemment. Et pour autant, en fait, c'est vraiment une règle, y compris sur les très grandes marketplaces. Et le pire, c'est avec les marchands étrangers. Ils vous disent c'est DHL, et puis en fait DHL en réalité ils sous-traitent à Colissimo, et du coup vous attendez une camionnette DHL, puis il arrive, c'est directement dans la main du facteur, ou même Colissimo l'a re-sous-traité à Chronopost, et puis vous avez aucune idée de qui arrive, le tracking que vous aviez il est plus bon, vous arrivez à un site en allemand où vous comprenez rien. Ça c'est 70% des commandes. Et donc, c'est une problématique de tous les jours sur les places de marché, notamment quand il y a des marchands étrangers, ce qui devient quand même, pour demander son avis à Julien, ce qui devient quand même une règle. Aujourd'hui, les marketplaces s'appuient à fond sur les marchands étrangers. On voit les Cdiscount qui font des boutiques spéciales China, Amazon qui les a accueillis en grande pompe récemment. Ça devient assez la norme. Et là, au niveau du transport, c'est folklorique. C'est vraiment folklorique. On vous annonce 6 semaines, finalement ça en prend 13, ça devait venir par avion, ça vient en bateau, c'est un truc de fou. Donc oui, c'est un sujet, mais alors ça représente, je sais pas, 50% de notre roadmap informatique. C'est un truc de dingue, et le problème c'est qu'il n'y a pas de règle, quoi. Si tous les vendeurs étaient comme Elise Garden, je crois que ce serait le bonheur, mais c'est loin d'être le cas.
effectivement. Et du coup, ça pose le problème du contrôle opérationnel des vendeurs et éventuellement de la sélection qui pourrait être faite des vendeurs. Comment se fait au-delà de la note qui est attribuée par le client, comment est-ce qu'une marketplace aujourd'hui fait un contrôle sur la qualité de ses vendeurs? Ou pas? Non, c'est vraiment la note. C'est en fait un vendeur ça a été un sujet de nombreux débats chez Price. Du temps où j'y étais, en fait, quand on recrute un vendeur, sauf à ce qu'on le recrute sur un site concurrent et on voit qu'il a une super note, mais quand on recrute un vendeur, on a énormément de mal à vraiment se rendre compte de quel sera son positionnement prix et quelle sera sa qualité de prestation. Et finalement, du coup, on le met en ligne et puis on regarde comment ça se passe et on voit est-ce qu'il y a des clients satisfaits ou est-ce qu'il y a des clients plutôt non satisfaits. Je pense que c'est un peu décevant comme réponse, mais il n'y a pas de recette magique, quoi. En fait, je pense que ça rend vraiment schizophrène pour le coup aussi, puisqu'on a la volonté d'avoir sur une place de marché le plus de vendeurs possible, puisqu'on veut le plus d'offres. C'est ce qui fait aujourd'hui, en réalité, pourquoi je vais acheter un livre sur Pricemister ou sur Amazon. C'est parce que je suis à peu près sûr de le trouver. C'est tout bête, mais à la limite, sinon j'irai chez le site du libraire du coin. Mais en réalité, lui, il a 10 000 références, puis là-bas, il y en a 10 millions. J'ai plus de chances de le trouver. Donc l'offre, c'est quand même complètement la clé. Et derrière, si on commence à bannir des vendeurs à tire-larigot, on a moins d'offres. On l'a vu avec Amazon qui à une époque bannissait beaucoup et qui maintenant rappelle les vendeurs qui ont été bannis pour leur dire revenez, en fait, on est meilleur qu'avant, on est plus sympa. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est un peu schizophrène le lundi, c'est partez, et puis le mardi, c'est vous pouvez revenir s'il vous plaît. Et donc du coup, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Chez Amazon, j'avoue que j'en ai aucune idée si c'est le cas chez Pricemister. Il y a des choses où on va scorer les performances du vendeur. On va mesurer combien de temps il met à accepter ou refuser une commande, le taux, le nombre de fois qu'il refuse des commandes parce qu'il s'est gouré sur les stocks, le délai de remise au transporteur, est-ce qu'il respecte. S'il annonce 10 jours et qu'il met 10 jours, ce sera un très bon cas. Le problème, c'est pas les 10 jours, c'est qu'il respecte ce qu'il a annoncé. Vente privée, ils annoncent 6 semaines. S'ils mettent 6 semaines, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que s'ils annoncent 2 jours et qu'ils mettent 6 semaines. Et donc, ensuite, il y a le taux de litige et de retour aussi. Le taux de retour, un marchand qui a 92% de retour, il faut se poser des questions. Et bien entendu, un point clé, la note, le rating. Mais finalement, on a quand même des éléments pour scorer la performance d'un vendeur. Et c'est fait en off, on ne le dit pas trop, on le dit ni à l'acheteur ni au vendeur. Puis un jour où il y a une alerte qui tombe et là, bam, il y a la sanction. C'est clair. Une fois que le vendeur fait du business sur la marketplace, on sait ce qui se passe. Et on voit, en revanche, avant qu'il ait commencé à faire du business. Et une fois qu'il est en place, on a plein d'indicateurs et on peut tout à fait voir, ne serait-ce que sur c'est pas seulement le nombre de tickets SAV, c'est la nature des tickets SAV et à quel moment est-ce que le ticket SAV tombe. Parfois, il y a ici une notion d'annulation. Les vendeurs peuvent annuler des commandes et peuvent décider de les honorer ou pas. Et donc, il y a des vendeurs qui ont des taux d'annulation faramineux. Mais non, de leur fait. Donc ça, c'est des choses qu'on monitore évidemment. Et chez Pricemister, on avait pour rejoindre ce que tu disais au sujet d'Amazon qui rappelle les vendeurs qu'il avait exclus auparavant. En fait, à un moment donné, chez Amazon, on avait pris le parti d'être justement le gentil, les gentils, et d'essayer de traiter les vendeurs finalement de piètre qualité et d'essayer de les traiter par l'éducation, de les couver, de les rappeler, de leur expliquer, de leur dire attendez, regardons les stats ensemble, vous voyez bien que patati patata. Là où Amazon avait une démarche beaucoup plus systématique et automatisée, où un marchand qui était en dessous de tel seuil, il était dégagé. Et on lui envoyait plus de commandes. Et c'était du coup, nous, derrière, on était plutôt, mais non, mais vous inquiétez pas, oui, Amazon, c'est des méchants, mais nous, on est très humains, vous allez voir, on va pouvoir discuter, on va mettre ça en place. Et bon, je suis pas sûr que c'était la bonne stratégie. Finalement, celle d'Amazon était peut-être plus simple. Même s'ils sont revenus un petit peu dessus, visiblement, ils essaient d'être un peu plus sympas. C'est parce qu'ils veulent des relais de croissance. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus dessus? Peut-être que, c'est pas sûr que même s'ils sont revenus dessus, est-ce qu'ils ont eu raison de revenir dessus? Je suis pas sûr, quoi. Ok. Pour aller maintenant sur des sujets un peu plus logistiques durs, Eric, est-ce que tu peux nous parler des différents modèles de gestion logistique, de préparation, de stockage que tu peux rencontrer dans les marketplaces?
les différents cas de figure. Il y a les marketplaces les plus light qui ne savent rien, qui concrètement disent ce sera livré. Et le vendeur se débrouille, on ne lui donne même pas le transporteur, pas de tracking. C'est encore un tiers de toutes les commandes marketplace en France. Donc on n'en sait rien, puis on croise les doigts pour que ça se passe bien. Ensuite, il va y avoir le cas où on va simplement s'assurer quel est le nom du transporteur et du tracking. On va le transmettre à l'acheteur et ça va s'arrêter là. Après, vous avez le cas des marketplaces qui souscrivent en direct le contrat avec le transporteur et qui elles-mêmes émettent les étiquettes, qui peuvent le faire soit en direct, soit via un agrégateur de flux, agrégateur de transport, hein, j'entends. C'est le cas de Spartoo, par exemple, dans la mode. Spartoo émet toutes les étiquettes de ses vendeurs tiers. Donc là, quand il lui envoie une commande, il lui impose d'utiliser tel transporteur et l'étiquette arrive déjà en PDF avec la commande à imprimer. On le pose sur le colis et l'adresse du client est déjà indiquée. Le transporteur est déjà prévenu du ramassage à effectuer. Enfin, donc là, c'est l'extrême dans le modèle où c'est le vendeur qui expédie. Et après, le point encore qui va plus loin, c'est évidemment le cas du fulfillment, c'est-à-dire comme Amazon, comme je crois maintenant d'ailleurs Press Minister avait racheté un logisticien pendant un temps. C'est Discount, bien sûr, avec ses marchés, etc. C'est logistique. Et donc, ça, c'est le cas extrême où carrément, vous stockez, vous expédiez au nom du vendeur. Et dans toutes ces formules, on a les pour et les contre. Mais clairement, ceux qui font la logistique, leur but, c'est clairement de tenir le vendeur et de faire en sorte qu'il reste chez lui. Hein. Parce que j'avais discuté assez longuement avec celui qui tient l'un des entrepôts d'Amazon et qui expliquait que la volonté de gérer, ils essaient vraiment de les récupérer, hein, de gérer la logistique des marchands, c'est de créer un lien de dépendance, de dépendance, c'est peut-être pas le bon mot, mais un lien fort, plus fort encore, entre le vendeur et la marketplace, et du coup aussi un contrôle plus puissant, et du coup c'est plus qu'un rôle de tiers de confiance, là c'est largement au-delà. Aujourd'hui c'est quand même une possibilité qui est laissée qu'aux 3, 4, 5 plus grosses places de marché généralistes en plus en général, parce que ça a des coûts phénoménaux. Là, on va devoir gérer des références. Imaginons que les 20 millions de références de Price Minister devaient être gérées en logistique par Price Minister, ce serait quelque chose, quoi. Effectivement, sur ces aspects logistiques, et notamment sur Amazon et le Fulfillment by Amazon qui poussent et qui mettent effectivement beaucoup en avant, j'avais même entendu dire que l'objectif c'était de ne plus avoir que des vendeurs qui soient gérés en termes de logistique chez eux et de dégager tous les autres. Ouais, tu as peut-être des retours à faire sur le sujet des informations que tu as eues d'Amazon. Juste pour terminer là-dessus, j'ai quand même entendu dire qu'ils n'étaient pas, enfin c'est pas parce qu'on était FBA, c'est Fulfillment by Amazon, qu'on ne pouvait pas travailler avec d'autres places de marché. En revanche, ils maîtrisaient la communication. On a des clients qui nous ont dit, je comprends pas, j'ai commandé chez vous et je reçois un colis qui vient d'Amazon. Et en fait, c'est que oui, enfin, Amazon se pose, pas uniquement en marketplace, mais Amazon se pose en prestataire logistique. Donc c'est normal qu'un paquet Fulfillment by Amazon arrive à un client qui a fait un achat sur Price Minister. Maintenant, ce qui l'est moins, c'est qu'effectivement, ils fassent leur pub, entre guillemets, sur le colis de leur client, qui est un marchand qui achète une prestation de logistique. Donc là, mais ça, j'imagine que ça se négocie et j'imagine que ça fait partie du catalogue de choses ou c'est du marketing, quoi. C'est-à-dire que la visibilité de la marque se paye, donc j'imagine que le marchand qui ne veut pas que la marque Amazon soit visible, il est obligé de payer un peu plus sa prestation logistique. Ça ne me choque pas. Et ça se paye. Une commande externe, nous on s'était renseigné en tout cas et on avait été sollicité pour laisser des produits chez Amazon. Les coûts logistiques ne nous convenaient pas. On est tombé d'accord cette année avec Cdiscount, donc il y a des essais en cours. Une commande externe, je crois que ça majore, si je dis pas de bêtises, mais près de 10 ou 15% le tarif de base, donc c'est pas anodin. Ensuite, concernant une vraie dépendance à une place de marché, à mon sens, je changerai peut-être d'avis d'ici là, mais ça reste un danger. Vous n'avez pas la maîtrise de vos coûts logistiques, vous ne pouvez rien négocier.
Si c'est un apporteur d'affaires de l'ordre de, je sais pas, 25 ou 30% de votre CA annuel, si demain le mec chargé de votre dossier vous dit bon bah t'es gentil mais j'augmente de 5% tous mes tarifs, enfin, vous ne pouvez pas dire au revoir à 25% de votre chiffre d'affaires, au final vous subissez, alors que le fait de bien me placer le curseur et surtout de bien mesurer les impacts que cela pourrait avoir, il faut se mettre un maximum en sécurité parce que un Amazon, un Cdiscount, ils vont littéralement bouffer le marché, ça va être les seuls à proposer cette prestation-ci, on n'aura plus aucun moyen de se retourner, il y aura un savoir-faire qui va se perdre aussi de la part des prestataires logistiques, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, le fait de rester chez le même prestataire, il a une vraie expertise au niveau des produits. Il décèle les anomalies très tôt. On est grand importateur, donc ça peut arriver qu'on ait des soucis de marquage. Donc si on n'a pas des personnes efficaces sur le terrain ou qui perdent justement cette connaissance métier, on va droit dans le mur et du coup tout sera externalisé. On n'aura pas de retour direct sur les problématiques qu'on aurait pu avoir, anomalies, donc je le disais, d'arrivage, de quantité, de qualité, etc. etc. Donc je reste très très mesuré par rapport à ça. Le vrai intérêt pour moi d'avoir du fulfillment, c'est justement d'absorber ma saisonnalité et du coup de ne pas me retrouver avec des entrepôts de débord parce que la saison démarre tardivement ou alors me retrouver noyé sous les commandes parce qu'on aura une hausse importante, parce qu'on aura eu un bon week-end, enfin un beau week-end et un long week-end aussi. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Il y a le curseur à placer quelque part. C'est très difficile aujourd'hui, mais faut y travailler et surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Enfin, vraiment. Et ce qui était vrai aussi avant, si avant tu distribuais, je vais dire une connerie, mais chez Auchan, bah, il fallait pas que tu distribues que chez Auchan, il faut aussi que tu ailles distribuer chez Carrefour et chez Leclerc, parce que sinon tu n'as qu'un seul canal de distribution. Donc la marketplace, une marketplace, c'est un canal de distribution et qui évidemment doit être complété avec d'autres canaux pour éviter, pour les raisons que tu viens de dire. Ouais, tout à fait d'accord, avec des coûts qui diffèrent selon les places de marché, des commissions qui diffèrent. On n'a pas aussi tout le catalogue qui sera ouvert sur une place de marché parce qu'il faut aussi que l'offre doit être pertinente. Enfin, je veux dire, je sais pas. Je ne vais pas vendre du salon de jardin sur un site qui commercialise de la puériculture, par exemple. Donc, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Juste une petite remarque, juste pour imaginer l'expérience utilisateur côté acheteur, à quel point elle peut être perturbante si ça se passe comme ça. Si on est sur un vendeur qui fait du fulfillment chez Amazon pour envoyer sur les marketplaces tierces, j'achète, je sais pas, chez Cdiscount une table de jardin à Alice Garden. Et il m'arrive un colis brandé Amazon. Enfin, c'est frustrant. J'avais deux interlocuteurs déjà. J'avais une marketplace qui était Cdiscount dans cet exemple et un vendeur. Et maintenant, je me retrouve avec un troisième nom qui apparaît, que je connais, qui me perturbe. Je pense que l'expérience utilisateur, elle est vraiment très dégradée dans le sens où on ne comprend rien. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Et l'utilisateur déteste ne pas comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que justement, ce qui fait le succès des transporteurs qui ont du suivi, du tracking précis, c'est juste ça, on a compris ce qui s'est passé. Ah tiens, l'entrepôt il est là, le colis il est en train de passer de là à là. Tout est clair et cette clarté, en tout cas quand elle fonctionne, quand ça marche, c'est vraiment plébiscité, quoi. Ça marche mieux, on a envie d'y retourner. Quand on a commandé chez A, sur la market A, on sait que c'était un vendeur tiers, puis finalement ça vient d'un autre endroit brandé autrement. Je sais pas si j'y retournerai. Enfin, c'est un vrai sujet. Alors, on a quand même le même phénomène sur le e-commerce standard, classique, où on a aussi un transporteur qui peut se mettre dans la boucle, qui peut envoyer de l'information au client, brandé ou pas au nom du e-commerçant chez qui la commande a été passée. Donc là aussi, ça peut introduire de la confusion. On reçoit des infos qu'on n'attend pas forcément, enfin d'un tiers qu'on n'attend pas forcément, qu'on voit pas forcément. C'est pour ça qu'il est préférable de le rendre plus homogène. Et l'idéal serait que ce soit brandé au nom du vendeur. Du e-commerçant, oui, tout à fait. Et que ce soit lui qui maîtrise, ou de la marketplace. Je ne sais pas si c'est le gênant d'avoir finalement le client final est contact avec le logisticien parce qu'il achète quand même un service de VPC, de vente par correspondance. Donc c'est quand même normal de se faire livrer et c'est normal qu'il y ait une entité prestataire de livraison, entre guillemets, puisqu'on parle de logistique, mais il y a livraison aussi. Donc il faudrait... ceci étant dit, je crois qu'Amazon commence aussi à avoir ce propre réseau de camions qui se baladent. Je sais pas, je pense que dans la tête de tout le monde, enfin dans la tête du client final, l'existence d'un prestataire de transport, pour prendre un mot bien précis, n'est pas surprenante.
Et à un moment donné, que le gars reçoive un mail pour dire bonjour, je suis DHL, j'ai votre colis machin de telle entreprise, je peux passer tel jour, vous le livrez. Je ne sais pas si c'est gênant. Enfin, ça ne me paraît pas source de confusion en tout cas. Ça peut être brandé au transporteur avec un branding additionnel. C'est votre colis, c'est discount du vendeur à Ligarden. Ça peut être perturbant si tu reçois, enfin si tu as commandé beaucoup de colis, tu reçois des mails, tu sais même pas de quel colis il parle, de quelle vente il parle, de quel vendeur il parle. Il te le dit, bon, ou pas. Et puis après, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le boulot des transporteurs de faire de la relation client? Ou alors, dans tous les cas, l'information que détient le transporteur est intéressante pour le client. Et je pense que ça a énormément de valeur, de réassurance pour le client final de recevoir cette information. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est le transporteur qui doit communiquer cette information directement au client? Oui, c'est une question. Ce qui est certain, c'est que l'information est pertinente pour le client. Oui, l'information est effectivement complètement indispensable. Nous, ce qu'on défend plutôt chez Welcome Track, c'est que c'est au e-commerçant ou à la marketplace de pousser cette information-là. C'est à lui de maîtriser la communication vers son client et pas à un tiers qui sur une je sais pas, quand tu as ton colis qui est dispo à la poste locale, ça te choque pas que la poste t'envoie un mail pour te dire viens chercher ton colis? En l'occurrence, ils le font pas, mais si. Il me semble. Non. Enfin, en tout cas, pas bien sur ces aspects-là. De toute façon, ils ne couvrent qu'une partie de la communication, généralement, quand tout va bien. Alors, pour en venir sur le deuxième aspect qui peut être proposé par la marketplace que tu as évoqué, qui sont les contrats de transport, donc là, qui sont un autre aspect, enfin, qui peuvent venir avec ou sans la partie logistique. C'est aussi quelque chose qui tend à se développer. Enfin, moi, j'ai souvenir de places de marché type milieu d'une pharmacie qui effectivement éditait systématiquement les étiquettes de transport pour les pharmacies, mais c'est une population un peu particulière. Je sais que c'est toujours assez compliqué pour les places de marché de gérer complètement ce type de choses. Est-ce que c'est une tendance que tu vois se développer? Alors, c'est une tendance qui existe principalement pour faire plaisir aux vendeurs, déjà. Faut quand même, et ce qui est un bon choix vu que c'est le client de la marketplace. Mille et une pharmacie, la raison pour laquelle ils ont mis en place un réseau de transport simplifié qu'ils gèrent eux-mêmes, c'est surtout parce que les pharmaciens, c'était pas leur métier. Ils ne savaient pas expédier. La plupart des pharmaciens n'avaient jamais de leur vie expédié un colis à leur client. Ils attendaient que le client vienne à l'officine et ils lui donnaient en main propre. Et donc, c'est surtout un service pour le vendeur dans ce cas-là. L'acheteur, lui, qui paye le transport, ça lui est égal. L'important, c'est qu'il soit livré. Donc, il y a des modèles sur lesquels, sur ce type de profession, dès lors que les vendeurs ne sont pas des e-commerçants, des gens qui sont expérimentés pour expédier, c'est bien que la marketplace fasse ce service-là. Mais ça se développe assez peu, non pas parce que c'est un mauvais service, je pense que c'est un très bon service. Le problème, c'est que c'est surtout ce que veut pas faire la marketplace, parce que une des raisons de lancer une marketplace, c'est de ne pas s'occuper de la logistique. Finalement, si on réfléchit bien et qu'on regarde les avantages et les inconvénients, pourquoi je ne deviens pas e-commerçant, c'est parce que je ne gère pas la logistique. Pourquoi je demande à des tiers de faire ça? C'est parce que c'est eux qui assurent le stockage et l'expédition de la marchandise. Si je viens commencer à m'en occuper, finalement, est-ce que je ne me coupe pas d'un des intérêts du lancement d'une place de marché, qui est justement de ne pas gérer la logistique? Et donc du coup, c'est une des raisons pour lesquelles ce modèle-là se développe peu, même si en soi, ça marche plutôt bien et c'est efficace, ça plaît aux vendeurs peu expérimentés notamment. Mais la raison pour laquelle ça ne se développe pas, c'est parce que c'est ce qu'on n'a pas envie de faire quand on lance une place de marché. On se dit, moi je vais me focaliser sur trouver des vendeurs, trouver des acheteurs, générer du trafic et les mettre en relation. Mais finalement, un des intérêts du modèle, c'est si j'achète pas la marchandise et que je l'expédie pas, c'est que j'ai pas à le gérer. Et donc, on vient couper un des bénéfices du modèle en fait. Et en même temps, enfin nous, les places de marché avec qui on discute ou les pure players qui ont des places de marché, c'est effectivement le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est de laisser les vendeurs se débrouiller. Et puis, sous la pression des clients et des problèmes qu'il pouvait y avoir au niveau opérationnel, ils se sont dit il faut qu'on reprenne, qu'on ait au moins de la visibilité sur cette partie-là pour pouvoir répondre au mieux à nos clients. Et une des réponses qu'ils ont trouvées pour avoir de la visibilité, c'est si on a des contrats transport, au moins on va savoir ce qui se passe et on pourra répondre de façon plus efficace aux clients. Donc il y a aussi cette, nous on l'a vu, cette tendance-là qui est de reprendre la main sur les contrats de transport, de proposer des contrats de transport aux vendeurs, justement pour avoir de l'information, avoir une information fiable et en temps réel, et pour pouvoir répondre au mieux à leurs clients.
Alors qu'il y a un intérêt utilisateur, il n'y a aucun doute, hein. Quand je répondais que ça ne se passait pas, c'était simplement si on mesure sur les quelques dizaines de marketplaces qu'on a pu voir et se lancer, y compris sur les grandes sur lesquelles on a des retours, c'est qu'ils ne le font pas. Pas parce que c'est une mauvaise chose, hein, c'est parce que justement ils n'ont pas envie de le faire. Mais ils devraient, à mon sens, à terme, le faire. À quel rythme donc on voit bien que c'est plus vertueux, qu'on contrôle mieux l'information, qu'en plus on peut même négocier des tarifs de transport mutualisés plus intéressants, c'est tout bête, mais si Amazon était l'expéditeur de 100% des commandes Amazon, elle négocierait un tarif plus intéressant que chacun individuellement de ses vendeurs sur la plateforme. C'est purement mathématique. Et donc il y aurait des éléments vertueux, mais ils ne souhaitent pas forcément chambouler un modèle qui fonctionne à peu près et qui... Voilà. Mais est-ce qu'on vous a déjà proposé sincèrement de dire je remplace votre contrat de transport par le mien pour une place de marché? Alors pour une place de marché, non, pas du tout. Par contre, pour un logisticien, oui, c'est déjà arrivé. Donc il proposait de négocier les contrats en amont pour nous. On ne l'a pas fait parce qu'on avait déjà de bons contrats. Après, on a un flux aussi particulier. On peut avoir du colis qui va faire 200 grammes jusqu'au un ensemble en mosaïque qui fera 250 kilos. Donc, forcément, on ne va pas passer par le même prestataire. On n'aura pas les mêmes intérêts. Peu importe le partenaire avec lequel on travaille. Enfin, je reviens là-dessus, mais c'est très compliqué à appréhender. Mais la saisonnalité fait qu'on engorge énormément les hubs. On a des injections directes mises en place. C'est très bien rodé. Non, c'est bien rodé dans tous les cas. C'est pas vrai. Je connais aucun e-commerçant qui n'a aucun problème. Ou alors ils mentent. Ou ils vendent 4 colis par jour. Mais ça n'empêche pas d'avoir des problèmes. On est d'accord. Mais il y a un réel savoir-faire. Encore une fois, je reviens à ce que je disais un peu plus tôt au niveau du... Il faut garder un minimum la main là-dessus. Non pas, c'est absolument pas une question de chasse gardée ou quoi que ce soit. Enfin, j'espère moins bête que ça. J'aime bien être aidé et au moins j'en fais mieux. Je me porte comme tout le monde, mais disons on sait très bien faire. On a les bons partenaires. On a l'expertise de nos produits, on a l'expertise de notre saisonnalité. Après, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on nous vend des solutions. C'est un peu la foire à la saucisse, quoi. Les mecs, c'est bon, vous inquiétez pas, on va faire ça, on va mettre ça en place. Je vais vous proposer tel partenaire, vous verrez, ce sera super. Et on se rend compte qu'au final, ça manque de métier quand même. J'ai l'impression qu'on se disperse. Une place de marché qui va me vendre du transport. Je demande à voir, j'espère que ça se passera bien dans tous les cas, mais je serai quand même extrêmement réticent par rapport à ça. À part un Amazon qui a sa propre flotte, comme vous le disiez plus tôt, et il y a une force de frappe mais juste colossale, quoi. Ils peuvent faire des levées de fonds très très rapidement, sinon les autres, ce sera assez difficile de se mettre en place. Il y a juste un contre-exemple avec Cdiscount et le maillage dont ils peuvent bénéficier justement avec le groupe Casino, ou Auchan par exemple, pareil avec son maillage magasin. Qui ne proposent pas de fulfillment, mais ils ont cette facilité-ci que d'autres ne pourraient pas avoir. Mais pour 90% des acteurs, ils partent vraiment de très très loin s'ils veulent s'y mettre, quoi. Le boulot est colossal. Ok. J'ai juste deux questions pour... tu avais quelque chose à ajouter sur le... Ouais, c'était juste pour évoquer du coup ça allait dans la même direction. Ouais. En fait, on voit bien qu'il n'y a pas de... Les marketplaces, elles poussent pas, en tout cas de façon généraliste. Hein. Amazon est un contre-exemple, mais la partie transport, elles ont tendance au contraire à de plus en plus aller dans la direction de ne pas le gérer. Ouais. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ok. J'avais deux questions pour terminer. Peut-être la première pour toi, Julien. Qu'est-ce que tu attendrais ou qu'est-ce que tu attends des places de marché pour te faciliter la vie, pour te faciliter les opérations? Alors pour me faciliter les opérations, déjà qu'elles soient au point au niveau IT, non parce que ça paraît être le minimum, mais oui, exactement, mais c'est pas le cas tout le temps. Enfin, il y en a certaines et certaines très connues qui ont connu des migrations très compliquées. On a échangé un petit peu à ce sujet un peu plus tôt. Enfin, ça complexifie énormément le travail. Qu'on ait des moyens de communication direct avec le client, donc alias, mail direct, peu importe, mais ce qui compte c'est qu'on apporte facilement une information au client final parce qu'on n'a pas souvent abordé ce sujet-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un client à satisfaire derrière. On empathie tous quand il y a une anomalie,
bon, à moindre mesure, toujours pareil, selon le degré d'intervention de la place de marché, mais la marque, donc l'expéditeur en pâtit, la place de marché, pareil, si la solution trouvée n'est pas satisfaisante pour le client. Après, au niveau, pour aller un petit peu plus loin, mais au niveau business, qui est une vraie pertinence à la mise en place du catalogue aussi, qui n'est pas un nombre d'acteurs important et surtout n'importe qui, parce qu'on peut avoir sur une saison une personne qui va sur un flux produit détruire le marché, en fait, qui fera juste un coup et puis ensuite disparaîtra. Donc nous, ce sera compliqué de nous placer là. Donc présence du catalogue, grosse présence externe aussi. Donc, je veux dire, un Cdiscount à Amazon, ils ont quelques millions de visiteurs, donc c'est quand même important. Et aussi une facilité de mise en place d'opérations pour écouler du surstock ou tout simplement suivre la tendance marché, quoi. C'est vraiment ça qui fera la différence au niveau de la mise en place. L'une des dernières belles réussites pour nous a été les dernières croissances qu'on a pu connaître avec Mano Mano, justement. Il y a eu un vrai suivi proposé, une grosse présence externe, enfin une réelle volonté d'avancer ensemble. On peut vraiment parler de partenariat, là en l'occurrence, c'est un vrai plaisir dans tous les cas. Ok. Et même question inversée pour vous deux. Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous auriez attendu dans ton cas des vendeurs pour améliorer la satisfaction client, pour que ça soit un peu plus fluide et que tout se passe mieux? C'est le sujet dont on a parlé, hein, c'est la logistique, quoi. C'est vraiment que le vendeur soit plus professionnel, qu'il ait une meilleure prise de conscience de son client et une meilleure prise de conscience que Internet, c'est plus le Far West et c'est plus un endroit où il y a des clients qu'on peut entuber, quoi. C'est vraiment tout le monde qui est sur Internet et ça fait partie de notre vie quotidienne. C'est plus le bon plan, le truc un petit peu, je sais pas comment dire, mais il y a, c'est le marché, quoi. C'est là qu'il faut être, évidemment, et c'est pas un endroit où on peut entuber les gens sans qu'ils s'en rendent compte et sans que la loi s'en rende compte. Et c'est malheureusement ce que croient, peut-être plus maintenant, mais pendant quelques temps, il y a des gens qui étaient un peu dans cette optique-là. Voilà, donc d'être plus professionnel. On attend un professionnalisme de la part des vendeurs. Alors moi c'est marrant, je vais avoir la même réponse. Un bon IT, un bon flux produit, des stocks à jour, des remontées de livraison correctes, gestion de la commande, la facturation, du tracking. On a quand même un paquet de vendeurs qui rentrent une fois son catalogue et qui derrière, c'est folklorique. Voilà. Folklorique, c'est le bon mot, je pense. Et tu me disais, vous avez fait un effort assez dingue. Vous avez 5-6 personnes à temps plein pour gérer ça, pour gérer l'IT chez vous. Mais c'est du boulot et vous l'avez fait. Et c'est ce qui fait que les marketplaces, je pense, vous aiment bien. Et que Mano Mano, par exemple, il vous dédie quelqu'un qui vous laisse faire des grosses opérations, certainement. Les flux de qualité de la part d'un vendeur, c'est presque l'exception. C'est à tel point le nerf de la guerre, ou un des sujets importants, qu'il y a des startups actuellement qui se montent là-dessus pour accompagner des marques ou des acteurs à mieux vendre sur le marketplace. Donc, ce n'est pas des gens qui se posent en intermédiaire comme NetEven, Lingo ou des gens comme ça, mais c'est vraiment des gens qui vont être des espèces d'agences spécialisées chez la marque, chez vous par exemple, pour les aider à vendre sur les marketplaces et puis ensuite à vendre sur les marketplaces à l'étranger aussi. Mettre leur flux produit au carré. C'est clair. Ok. Du coup, ils peuvent utiliser aussi des outils comme Welcome Track pour la partie, Ils peuvent. pour la partie livraison, suivi, etc. Mais même en amont, je veux dire, rien que le traitement de la commande, recevoir sa commande, des fois il y en a qui se contentent d'avoir